Après avoir échangé autour du sujet de l'intermodalité train-vélo la semaine dernière, place aujourd'hui à un sujet primordial à prendre en compte dans les politiques de mobilité décarbonée, l'inclusivité. En effet, quand on parle d'augmenter la part modale du vélo et de faire en sorte que plus d'usagers montent en selle, une question se pose. Nous utilisons le terme usager, certes, mais quid des usagères? Cela fait-il une différence de se déplacer en vélo lorsque l'on est socialement identifié comme femme par rapport aux hommes? En quoi les politiques publiques, en termes d'éducation, de sensibilisation, de formation, d'infrastructure peuvent-elles influer sur cette pratique? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cet épisode en 3 parties. Dans un premier temps, j'accueille Noah Lévy-Baron et Estelle Lapp, tous deux consultantes mobilité chez BL Evolution. Elles ont notamment réalisé une étude sur la question du vélo et du genre et viennent nous la détailler dans cet épisode. J'ai ensuite eu l'occasion d'échanger avec Ophélie Lafuge, présidente de l'association Les Femmes à Vélo, autour de la présence des femmes dans le milieu professionnel du vélo et en quoi cela a une influence sur la pratique de l'ensemble des femmes. Pour finir, j'ai pu interroger Carole Kawan, référente des questions sur l'égalité femmes-hommes au sein du conseil d'administration de la Fédération des usagers de la bicyclette, autrement dit l'AFUB, sur les actions mises en place par cette association pour encourager la pratique du vélo par les femmes. Je vous encourage vivement à écouter les 3 parties de cet épisode qui sont très complémentaires. Bonne écoute! Alors bonjour Estelle et Noah, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter et nous présenter aussi le cabinet BL Evolution avant qu'on rentre dans le vif du sujet? Bonjour Suzy, oui bien sûr. Nous sommes toutes les deux consultantes mobilité pour BL Evolution, qui est un bureau d'études spécialisé sur les sujets de transition écologique et qui accompagne des acteurs publics et privés sur ce sujet. On a une équipe de 20 personnes qui est dédiée aux questions de mobilité pour les collectivités, avec une forte spécialisation sur les enjeux cyclables. Et au sein de BL Evolution, on porte une vision assumée de décarbonation de nos mobilités grâce au vélo et à d'autres formes de mobilité alternatives comme la marche, le covoiturage, les transports en commun ou l'autopartage. On rêve d'une France avec 30% de part modale vélo, c'est-à-dire 10 fois plus qu'aujourd'hui. Et pour y arriver, il faut être sûr d'embarquer tout le monde dans la démarche. D'accord. Là, c'était Noah, hein, on est d'accord. Vas-y Estelle. Et c'est notamment pour ça qu'il y a 1 an et demi, avec d'autres consultants et consultantes de BL, on a lancé un groupe de travail sur la pratique de la mobilité au prisme du genre, et plus précisément du vélo. Et donc on a créé un webinaire sur le sujet en 2022 qui a été un point de départ. Et depuis, avec nos collègues, on continue de pousser le sujet en interne pour faire évoluer notre connaissance collective du sujet et semer des petites graines auprès des territoires qu'on accompagne. Ok, merci beaucoup pour cette présentation. Alors, concernant le sujet de notre épisode aujourd'hui, est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi notre genre, donc c'est-à-dire le fait qu'on soit socialisé en tant qu'homme ou femme tout au long de notre vie, va avoir une influence sur notre pratique du vélo? Qu'est-ce qu'on fait différemment selon son genre? Eh bien, déjà, je dirais qu'on peut commencer par un constat. Les femmes pratiquent moins le vélo que les hommes. L'enquête mobilité des personnes de 2019 que l'on a analysée chez BL nous montre que tout âge confondu, les hommes se déplacent près de 3 fois plus à vélo que les femmes. Plus intéressant encore, on constate une différence particulièrement marquée à l'adolescence, qui est une période durant laquelle les garçons pratiquent presque 6 fois plus le vélo que les filles. C'est un écart qui se réduit au fil du temps, mais qui reste toujours marqué. Et pour comprendre l'une des sources de ces différences de pratique, on peut justement s'attarder sur ce qu'il se passe à cette période de l'adolescence, qui est un âge clé pour la pratique du vélo. La majorité des éléments que l'on va partager sur cette question vont être tirés d'une thèse qui est publiée par David Sayag en 2022 sur la pratique du vélo chez les adolescents et adolescentes. Et du coup, il y a plusieurs raisons qui expliquent que l'adolescence, c'est un âge déterminant. Déjà, parce qu'entre 9 et 17 ans, c'est une période durant laquelle on va constater une augmentation de la distance et du temps de déplacement de chaque individu. Donc en termes plus simples, quand on est ado, plus on grandit, plus on se déplace. Et donc le mode que l'on va choisir à cet âge, il pourra influencer comment on va se déplacer ensuite. Et l'adolescence, c'est aussi une période où on constate une cristallisation des différences sexuées. Les filles pratiquent moins d'activité physique et pratiquent moins le vélo. Et donc c'est intéressant de noter que même aux Pays-Bas, par exemple, qui est souvent le pays qu'on prend comme exemple de politique vélo réussie, d'ailleurs les femmes font dans l'ensemble autant voire plus de vélo que les hommes, on voit que les adolescentes, donc entre 12 et 17 ans, elles ont 30% moins de chances de se rendre à l'école à vélo que les adolescents.
Et qu'est-ce qui explique en fait de telles différences de pratique justement, spécifiquement à l'adolescence? Est-ce que ça vient de la famille, de l'école? Est-ce que c'est plus largement l'environnement culturel? Est-ce que c'est un phénomène social? C'est surprenant. Eh bien, il y a une multitude de raisons qui viennent expliquer ces différences, et pour citer les plus importantes, il y a déjà un effet énorme de l'influence de l'entourage proche, les pairs, notamment nos parents et nos amis, avec des jeunes qui pratiquent plus quand ils sont encouragés par leurs amis ou par leurs parents. Mais surtout, il y a une vraie importance des rôles modèles, c'est-à-dire les personnes grâce à qui on peut se projeter dans cette pratique parce qu'elles nous ressemblent ou parce qu'elles nous inspirent. Et notamment dans l'étude qu'a menée David Sayag, toutes les filles qui utilisaient le vélo comme un mode de déplacement préféré, elles ont appris à faire du vélo avec une figure féminine de leur famille et elles ont toutes une mère adepte ou ancienne adepte qui pratique le vélo. Et les chercheurs et chercheuses montrent il y a un lien significatif entre le fait d'avoir été en contact avec des cyclistes entre 12 et 17 ans et la pratique du vélo durant cette période. Du coup, si on côtoie des cyclistes, on a plus de chances de s'y mettre. D'accord. Il y a ensuite un fort facteur culturel qui peut venir dissuader implicitement les jeunes filles d'investir l'espace extérieur, notamment à travers les médias, les films, mais aussi les albums pour enfants qui vont avoir tendance à montrer des femmes dans des espaces intérieurs et domestiques et les hommes dans des espaces extérieurs, même quand il s'agit des tâches ménagères. Par exemple, les femmes, elles vont cuisiner, elles vont repasser, alors que les hommes, ils vont plutôt laver la voiture et jardiner. Et du coup, à l'adolescence, l'espace public extérieur, il va être représenté comme dangereux pour les jeunes filles, ce qui va se traduire par une réticence à l'occuper. Et enfin, de manière encore plus concrète, à l'adolescence, on peut aussi s'intéresser aux objets en eux-mêmes, les vélos pour enfants, et notamment les caractéristiques de ces vélos qui peuvent inciter à un certain usage et qui vont venir perpétuer une différenciation de la pratique. Notamment les vélos dits de garçons, ils peuvent avoir un caractère plus sportif, type VTT ou BMX. Ils vont davantage valoriser la compétition ou la recherche de vitesse. Et à l'inverse, les vélos dits de filles sont très roses. Ils vont aussi davantage appeler à un usage utilitaire avec un panier, avec des guidons à pompons, voire même avec des sièges enfants pour les poupées. Et ce qui est problématique là-dedans, c'est que le type de vélo proposé aux jeunes filles, il va avoir tendance à restreindre leurs possibilités réelles de pratique. On est encore loin des objets non genrés, hein, malheureusement. C'est encore un frein. Et sinon, au-delà de la période de l'adolescence, est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui expliquent cette différence de pratique aussi? Complètement, il y a tout un tas de facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte. Alors, ce serait assez long d'en faire une liste complète, mais on peut en évoquer quelques-uns. Et notamment, alors le premier qui revient souvent, c'est que, en fait, comme les femmes sont souvent en charge d'organiser la vie domestique et familiale, des chercheuses ont montré qu'elles ont des déplacements plus complexes que les hommes et que leurs conjoints. Donc elles vont pas juste de leur domicile au travail, mais elles passent déposer les enfants, puis elles vont au travail, en rentrant elles passent à la pharmacie pour faire une course avant de rentrer. Donc elles ont plus de déplacements multiples qui s'enchaînent, avec potentiellement de la charge ou en accompagnement d'autres personnes comme des enfants, des personnes âgées, etc. Donc les freins pour faire du vélo, ils sont multiples, puisque leur temps il est précieux, il est compté, les distances elles peuvent être significatives entre les points d'arrêt, il faut transporter des personnes et ou des charges, donc ça peut clairement être dissuasif. Et on voit par exemple dans l'enquête des placements de 2019 qu'outre l'adolescence, le deuxième âge où les femmes se déplacent moins à vélo, où il y a vraiment une inflexion claire, c'est autour de 30 ans, quand elles commencent à fonder des familles. Et donc, à ce moment-là, c'est pas toujours l'évidence de prendre un vélo quand il faut rentrer avec des enfants ou quand il faut ramener des courses à la maison. Et donc, alors, aujourd'hui, il y a des vélos cargo qui peuvent permettre de transporter des enfants ou de la charge, mais vu le prix, vu aussi le peu d'adaptabilité des aménagements cyclables, c'est pas encore une pratique qui est très répandue, en dehors de certaines villes. Il y a un autre frein qui peut aussi compter, notamment dans l'univers professionnel, c'est la présentation de soi après avoir fait du vélo. Le vélo, ça reste quelque chose de relativement sportif, il faut être confortable, et puis on peut avoir chaud, on transpire, etc. Et c'est pas forcément toujours compatible avec des exigences extérieures liées au travail ou même à ses goûts personnels. Parce que faire du vélo avec des talons ou une jupe, c'est un vrai apprentissage, il y a des vraies techniques à développer. Et puis, un autre frein, qui est aussi très souvent cité, c'est l'embarras mécanique.
la mécanique, je vous apprends rien, c'est quelque chose de très genré, c'est perçu comme quelque chose de très masculin. Et c'est quelque chose que David Sayag montre également assez bien dans sa thèse, c'est que le fait qu'une femme cycliste, si elle sait pas quoi faire en cas de souci mécanique parce qu'elle se promène moins avec des outils, elle va aussi plus facilement renoncer à faire du vélo. Et de manière aussi plus générale, donc rejoignant cette idée d'univers masculin autour de la mécanique, le vélo, ça reste quelque chose effectivement d'un univers très masculin. Il y a beaucoup d'idées reçues sexistes. Alors aujourd'hui, ça se manifeste par la mécanique qui peut exclure les femmes, mais c'est quelque chose d'assez ancien. Et au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle, quand le vélo commence à se répandre un peu, on voit déjà des conservateurs qui prétendent que le vélo était très mauvais pour les femmes parce que soit il affecterait la fécondité, ou au pire, ça pourrait procurer du plaisir sexuel. Donc il faut surtout éviter que les femmes fassent du vélo. Et encore aujourd'hui, il y a pas mal d'idées reçues qui circulent sur la pratique du vélo par les femmes, comme par exemple, ce qu'on entend très souvent, c'est que ça donne des grosses cuisses aux femmes cyclistes, à l'encontre des idéaux esthétiques les plus répandus, donc il faudrait éviter de faire du vélo, ou voilà, c'est quelque chose de mal perçu, ou ça peut de nouveau être un frein, conscient ou inconscient. Et en allant toujours dans cette idée d'univers très masculin, alors c'est quelque chose de très spécifique, mais le sport cycliste est un très bon exemple de ça. En 2020, il y avait seulement 10% des personnes licenciées de ce sport qui étaient des femmes. Donc ça veut dire 90% des licenciés du cyclisme sont des hommes. Et au-delà de même dans le quotidien, on parle souvent du vélo comme étant quelque chose qui peut être pratique pour se déplacer le soir, la nuit, pour pas être dépendante des transports en commun, par exemple, pour les femmes. Or, en fait, le vélo, c'est aussi des espaces où il y a du harcèlement sexiste, où le simple fait d'être une femme à vélo, on va se prendre des petites phrases, des insultes, voilà. Donc c'est quelque chose aussi qui peut être rebutant pour se déplacer à vélo. Tout à fait. Bon, alors maintenant qu'on a dit tout ça, est-ce qu'il y a des solutions pour remédier à ces problématiques ? À votre avis, quels sont les leviers à activer côté entreprise et côté territoire ? Bien, pour chacun des points qu'on vient de citer, il y a en effet des leviers d'action possibles. Ces leviers, ils doivent répondre aux enjeux croisés du coup de socialisation, d'apprentissage, d'équipement et d'aménagement public. Et par exemple, si on commence du côté de la socialisation et de l'apprentissage, on peut décider de mettre en place des formations de remise en selle pour les enfants et les adolescentes, et pour tous les âges en fait. Ça peut permettre de se remettre en confiance, d'apprivoiser un nouveau vélo aussi. On conseille aussi d'organiser des ateliers d'auto-réparation pour apprendre à s'occuper soi-même de son vélo. Et aujourd'hui, pour mieux apprendre, il y a certaines structures qui proposent des ateliers non mixtes où les femmes peuvent s'apprendre entre elles à entretenir et réparer leur vélo. Ça cartonne. Et enfin, on peut aussi agir sur les imaginaires en mettant en avant des modèles féminins dans le sport et le quotidien, dans les livres ou dans les films, pour in fine lutter contre les idées reçues sexistes. Par exemple, en mettant plus en lumière le retour du Tour de France féminin depuis 2022, porté largement par l'ancienne championne Marion Rousse, qui se bat pour la visibilité des femmes dans ce sport. Mmh. Après, il y a d'autres éléments. Côté équipement, ça peut passer par des aides à l'achat, alors de vélos cargo, j'en parlais tout à l'heure, ou de vélos électriques avec des sièges enfants, pour celles qui ont besoin de se déplacer avec des enfants ou de se déplacer avec de la charge, avec des gros achats. Et puis, dans les équipements, il y a aussi prendre en compte l'installation de douches et de sanitaires sur les lieux de travail, par exemple. Que les employeurs aussi actionnent ce levier pour pouvoir faire en sorte que leurs employés EES puissent se changer ou se laver en arrivant sur le lieu de travail. Mmh. Puis, il y a un côté aussi aménagement public, avec le fait pour les collectivités d'assurer des aménagements cyclables qui soient sécurisés, séparatifs. Ce qu'on appelle séparatifs, c'est-à-dire sur des grands axes, qu'on soit pas au milieu des voitures ou qu'il n'y ait pas juste de la peinture au sol, mais que ce soit vraiment sécurisé, où on craint pas le trafic, où on peut circuler avec un vélo cargo adapté, par exemple, ou avec sa remorque avec son enfant dedans, quelque chose qui soit sécurisant. Et puis un autre élément un peu secondaire, mais ce sont les panneaux M12. Donc c'est des petits panneaux en triangle que vous avez certainement dû voir maintenant au feu tricolore qui se développent depuis quelques années et en fait qui permettent aux cyclistes de tourner à droite ou de continuer tout droit au feu sans s'arrêter, de pas avoir à s'arrêter comme une voiture. D'accord. Et ces panneaux, ils permettent de limiter le temps d'arrêt des cyclistes au feu de circulation. Alors pour éviter notamment pour leur éviter l'effort de s'arrêter puis de repartir, ce qui demande beaucoup d'efforts aux cyclistes. Mais on peut le voir aussi comme étant du coup une limite de temps d'arrêt. Et donc, quand on parlait de harcèlement tout à l'heure, ça peut aussi être exposé potentiellement un peu moins au harcèlement
de rue quand on est à vélo. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que chacun de ces leviers, de manière globale, ne va pas sans les autres. C'est-à-dire que pour que ce soit efficace, il faut vraiment que ce soit l'ensemble qui soit actionné simultanément. D'accord, bon, c'est bien, plein de leviers. C'est intéressant. Donc le sujet aujourd'hui, donc on a dit, c'est le vélo et le genre. On vient d'expliquer toutes les problématiques. Mais en fait, ça va peut-être vous paraître une question un peu bizarre, mais pourquoi c'est important de prendre ce sujet au sérieux? Pourquoi c'est important finalement de faire tous ces efforts dont on vient de parler? Très bonne question. À BL Evolution notamment, nous on pense que le vélo, c'est l'une des clés d'un système de mobilité alternatif. Et si on veut faire en sorte de mettre en place un véritable report modal de l'ensemble de la société, il est en fait indispensable de prendre en compte ces aspects afin de ne pas laisser un public de côté. Et donc du coup, les solutions qu'on propose, en fait, elles prônent une politique cyclable inclusive. Et si elles sont mises en place, elles ne seront pas seulement au bénéfice des femmes, mais aussi de d'autres publics comme les enfants, les personnes à mobilité réduite et les personnes âgées. Et du coup, l'une des clés de notre approche, c'est de montrer que penser les besoins des femmes sur la pratique du vélo, ça permet simplement à un plus grand nombre de circuler facilement et de manière sécurisée à vélo. Mmh. Et puis en fait, ça permet de ne pas cristalliser le vélo comme étant une pratique de personnes jeunes, sportives, facilement mobiles, avec peu de contraintes, mais d'élargir vraiment cette pratique de manière sécurisée à un plus grand nombre. Oui, c'est vraiment intéressant. Ça, c'est je vous rejoins d'un côté, personnel là-dessus. Je voulais savoir aussi, en tant que cabinet de conseil sur ces sujets, est-ce que vous avez constaté chez vos clients ou dans les politiques de mobilité durable des territoires une prise en compte de ces problématiques ou est-ce que c'est encore quelque chose de marginal? Alors, en tant que bureau d'études, nous, on n'a jamais vu de collectivité qui porte spécifiquement cette attention sur le genre et le vélo. Il faut bien avoir en tête qu'il s'agit d'un sujet très politique et très peu consensuel. Et même si on voit des collectivités qui commencent à prendre le prisme du genre dans leurs études d'aménagement ou d'aménagement du territoire vraiment au sens large, dans des diagnostics urbains, etc., ça reste quelque chose de très marginal. Et sur le sujet du vélo, à notre connaissance, il n'y a que la métropole de Lyon qui s'est ouvertement positionnée sur le sujet, en promouvant un format de piste cyclable dite inclusive, parce que il présentait une piste cyclable large, bien sécurisée, bien indiquée, et qui pouvait répondre à des freins que peuvent rencontrer les femmes à vélo, mais aussi les cyclistes PMR, les enfants, etc. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce positionnement ouvertement féministe a été très critiqué. D'accord. Donc il y a encore largement de quoi travailler, sur ces sujets, pour les collectivités et les entreprises. Super, merci beaucoup, Noah et Estelle pour cet éclairage, c'était très intéressant et je vous souhaite une bonne continuation, dans toutes vos thématiques mobilité durable. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Un grand merci à Estelle et Noah pour cette étude édifiante autour de l'usage genré du vélo. J'espère que cette première partie vous aura permis d'élargir vos perspectives et horizons de pensée à ce sujet. Nous nous retrouvons en deuxième partie de cet épisode pour échanger avec Ophélie Laffut, présidente de l'association Les Femmes à vélo, autour de la place de la femme dans le milieu professionnel du vélo. À bientôt!